Les amis, bonjour, bienvenue au district de football de la Gironde, bienvenue sur Aki Télé, bienvenue dans les rencontres de Christophe. Vous le savez, depuis 4 ans maintenant, nous recevons des invités, et si possible, des invités en lien avec le sport. Donc, vous connaissez la passion, le lien étroit que j'ai avec le sport, et le foot en particulier. Quand j'ai lu le livre de Steve Savidan, j'ai eu absolument envie de parler de cette vie incroyable qu'il a eue. Ancien footballeur professionnel dont la carrière s'est arrêtée brutalement en 2009 lorsqu'on a diagnostiqué un problème cardiaque. C'est presque au sommet de son art, alors qu'il était véritablement un des meilleurs joueurs français qu'il a été obligé d'arrêter. Steve Savidan est avec nous aujourd'hui et nous sommes absolument ravis de l'accueillir. Bonjour Steve. Bonjour Christophe. Alors c'est vrai, c'est pas facile parce qu'on va commencer peut-être par une année clé. Toi qui interviens régulièrement dans Roten sans flamme 2 à 3 fois par semaine avec Jérôme Roten, tu as eu une vie faite de haut et de bas, et en 2009, on va considérer que c'est une forme de bas alors que tu étais en haut, paradoxalement. Qu'est-ce qui t'est arrivé en 2009 En 2009, alors exactement c'était le 29 juin, le jour de mon anniversaire, et ça s'est révélé médiatiquement le 4 juillet. Et en fait, j'étais en transfert après le titre de champion de France de la saison des Girondins de Bordeaux à Caen, avec un but de Yann Gouffran qui nous fait descendre en Ligue 2. Je suis transféré à Monaco. Et lors de ce transfert, il y a, comme toujours, une visite médicale. Et cette visite médicale s'interrompt en disant, bon ben voilà, il y a un problème cardiaque, une dysplasie ventriculaire arythmogène, qui tout simplement me dit, bon bah stop, on arrête. On arrête la pratique de sport de haut niveau. Aucun symptôme. Aucun symptôme, et c'est sur le champ. Principe de précaution, puisqu'aujourd'hui, ceux qui sont diagnostiqués, et grâce, entre guillemets, à ces différentes recherches et au collège de cardiologues français, aujourd'hui, la pratique avec cette maladie, cette malformation, si on pourrait dire, les sportifs, et particulièrement les footballeurs, aujourd'hui, peuvent pratiquer. Alors, tu es un homme d'Angers. Tu es né dans la douceur angevine. Je suis un homme dangereux. Bon, alors, dangereux peut-être aussi, je ne sais pas. Mais... Alors la douceur angevine, Maupassant a mis ça dans certains vers, dans ses écritures, a dit que voilà, il y avait une douceur angevine, ce qui est vrai, douceur de vivre. Douceur de vivre, douceur de vivre, joie de vivre, profiter de la vie. Et c'est vrai que c'est un cadre, j'y étais encore il n'y a pas très longtemps en famille, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très apaisant à vivre dans cette région qui a une grande richesse du territoire, comme un peu en Gironde, basée sur le vin, sur le terroir, sur les gens, j'aime bien dire les gens vrais. Et c'est vrai que depuis 8 ans, en venant en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai que j'ai découvert un petit peu un copier-coller. Alors je ne sais pas qui a copié sur l'autre, mais on va dire que c'est des régions qui sont très agréables, et pour des gens qui sont en recherche justement de ça, c'est vrai que ça correspond tout à fait. Alors tu nais là-bas en 1978, ta carrière commence alors que tu as 20 ans au SCO d'Angers, et tu frappes fort d'entrée, puisque je crois que tu marques 17 buts alors que l'équipe est en nationale à l'époque, si je ne m'abuse. Donc d'emblée, tu trouves ta voie, tu es à quel poste pour marquer 17 buts? Alors déjà d'emblée, je ne la trouve pas, je la cherche, puisque j'ai été encore avec ma dernière, avec ma fille, il n'y a pas très longtemps encore à Angers en week-end. Oui. Et j'ai voulu lui faire découvrir un petit peu dans le quartier où j'ai vécu avec mon frère et ma petite sœur et mes parents, le quartier de la Roseraie à Angers. Oui. Et j'ai voulu lui faire découvrir voilà, où était le bloc dans lequel j'habitais, l'endroit où je jouais quand j'étais gamin, là où j'allais à l'école. Mes parents sont modestes, mes parents, c'est des parents normaux, avec une éducation des années 80, comme j'aime bien dire. C'est-à-dire rigoureuse, avec des règles. Avec des règles, avec énormément de respect de la vie de chacun, mais énormément de cadres. Et on vivait dans un quartier où il y avait une joie de vivre, avec une certaine modestie. Donc, est-ce que c'est des gens modestes? Oui, mon père était facteur, ma maman était femme de ménage. Bon bah voilà, mais on était comme nos voisins, et comme les voisins du dessous, de palier. On était dans un environnement sain, pas forcément, j'allais dire, intellectualisé peut-être, ce qui a obligé quelque part après à rattraper un petit peu ce retard. T'es un autodidacte? Très. Tu lis beaucoup? Non, pas du tout, j'apprends, je suis très visuel. Ouais. Je suis très visuel et très relationnel, donc au niveau cognitif, moi je suis plus comme ça. Ouais. J'ai un peu de mal à lire. Pas par
par intérêt, mais je ne vais pas dire ça parce que mes enfants vont regarder, mais j'aurais aimé avoir beaucoup plus de cet apprentissage justement, et de cette envie, de cette culture, et cultiver ça. Mais bon, j'étais tellement focus sur le sport, ce qui n'est pas incompatible avec les intelligences. Mais on va te décrire un petit peu physiquement pour ceux qui ne te voient pas. Tu n'as pas la taille standard des avançants d'aujourd'hui. On est bien d'accord. Alors j'avais plutôt la taille standard des vieux attaquants, Jean-Pierre Papin. À 75 ouais. Comme voilà. JPP, à peu près. Hein, 77, il fait JPP. Ouais, je suis un 77, un 78, ça dépend de l'âge et ça dépend des chaussures, on va dire. Ouais. Et mais voilà, j'avais plus cette volonté à jumper, à courir, à être dans le goût de l'effort, Ouais. dans le dépassement de soi, puisque je le dis à mon jeune fils qui est au centre de formation des Girondins, Ouais, je leur dis on est tous différents et c'est ce qui fait la richesse d'un collectif et d'une création d'équipe, c'est que c'est l'association des différences qui va faire justement qu'on soit une unité. Et donc je faisais partie de ces profils d'attaquants qui n'étaient pas forcément au bon endroit à certains rendez-vous et à la fois j'étais la pièce qui manquait à certains matchs. Donc c'est pour ça que ça a mis du temps en fait à se mettre en place. Et puis comme je n'avais pas fait forcément de centre de formation, donc en termes de structuration, de code sur le terrain, les associations avec les autres joueurs, les complexités tactiques du jeu, tout ça en fait amenait à ce qu'un entraîneur dise un jour, tiens lui c'est un diamant brut, on va le lâcher en fait. On va le lâcher, on va voir ce que ça fait. Et le diamant brut, tu l'as été d'emblée, mais plus après. Parce que tu as fait 7 clubs dans ta carrière, Ouais. mais tu en as fait 4 ou 5 dans cette période entre 98 et 2004, puisque je crois que tu vas arriver à Valenciennes Ouais. lors de la saison 2004-2005. Là, c'est une période compliquée à Éclipse, avec des clubs Ouais. comme Beauvais, où tu réussis pas forcément. Non, complètement, ou même Nantes, Châteauroux, Châteauroux. Et comment expliquer que tu te révèles finalement, allez, on va pas dire sur le tard, parce que bon, Non. un petit peu quand même, parce Non, que mais tu en as fait- 23-24 ans. Ouais, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je disais, c'est que la formation, Ouais. donc dans tout apprentissage de métier, Ouais. et là on parle pas de foot, et ben ça veut bien dire ce que ça veut dire, que l'apprentissage, plutôt on le commence, plutôt on arrive à développer certaines compétences, et je crois que, et j'en suis sûr, que le retard que j'ai eu dans cet apprentissage de compétences lors de ce non-centre de formation, et ben en fait à un moment donné tu es confronté à une réalité qu'il faut que tu apprennes. Et aujourd'hui, les joueurs que je vois en centre de formation, les jeunes joueurs de centre de formation, quoi qu'il arrive, qui réussiront ou non leur carrière après, auront des bases qui leur permettront d'évoluer dans ce sport. Ou, quand on prend un apprentissage, un boulanger, on ne peut pas s'inventer boulanger, ça va être un peu plus long si on commence plus tard. Mais plus on commence tôt dans un apprentissage métier, plus on va développer certaines compétences et là on sera directement sur le marché et là on développera peut-être de la réussite. Donc en fait, comme je n'avais pas fait ce centre de formation-là, ça avait bien marché quand même. Et là, on revient au coup d'éclat de cette saison. Et Joël Batz avait parié sur moi là-dessus. Et se dire, bon, voilà, nous, on te prend à Châteauroux. Et puis derrière, bon, ça s'est un peu mal passé avec le nouvel entraîneur qui avait remplacé Joël Batz. Et j'en parle des fois avec Michel Denisot, qui était mon président à l'époque. Ah oui. Et il me dit, Mystique, quand t'es Châteauroux, arrivé. Berrichonne. Ouais, quand t'es arrivé, en plus, c'était le Châteauroux, il fallait se rappeler à l'époque, c'était l'équipe bis presque du Paris PSG. Saint-Germain. Et il me dit, mais quand tu es arrivé, tu as tout cassé. Et quand on a changé avec Joël, là, en fait, tu t'es cassé. Est-ce que tu marches à l'affect? Est-ce que tu es un mec Oui. qui Ah oui, marche à complètement. l'affect, comme tous les joueurs, Alors, je dirais, comme tous les. comme beaucoup de Alors, joueurs. comme la majorité des anciens joueurs, Ouais. qui aujourd'hui, il y a un changement qui est notable, c'est ce manque de sentiment d'appartenance. Mhm. Et donc, de sentiments. On est dans une société où aujourd'hui, il faut cacher ses sentiments. Et dans un sens ou C'est dans vrai. un autre. C'est vrai. Et donc, forcément, ça amène à des incompréhensions, puisque le sentiment amène à l'excès, peut-être, comment je pourrais dire, de discussion, même de se tromper. Mais par contre, comme il y a du sentiment, il y a des valeurs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se rendre compte qu'il y a un virage qui se fait, où, que ce soit le jeune ou la jeune, il ne faut pas trop se livrer de peur de se faire avoir. Alors, ça a été le cas aussi un petit peu avant. Mais aujourd'hui, le pendant est complètement à la majorité aujourd'hui. On va reparler de cet aspect que je connais un petit peu pour le vivre en ce moment. C'est vrai, on n'a pas le droit, tout est calibré dans une chaîne de télévision ou dans une radio, surtout quand il y a une grosse audience. Ça dépend. Un peu moins sur RMC, mais ils sont des cas particuliers, parce que j'ai l'impression que la plupart
des chaînes, des radios du PAF, quand même, tout est un petit peu étudié, tout Ouais. est calibré. Un peu trop à mon goût, y compris d'ailleurs sur le commentaire sportif. Ça, on y reviendra. Bien sûr. Alors, pour revenir à toi et pour revenir à cette période, donc on est bien d'accord, c'est une période où tu vas te chercher, et évidemment, ce qui va tout changer, et ce qui va aussi légitimer le titre qu'on a donné à cet entretien. Savigol à cœur ouvert. Alors, à cœur ouvert, on a compris, parce qu'évidemment, il y a le jeu de mots avec cœur, mais le terme de Savigol, le surnom qu'on va te donner, tu ne vas l'acquérir que lorsque tu arrives à Valenciennes, dans le Nord. Au Nord, c'était les corons. Toi, le mec de la douceur angevine, tu te retrouves dans les corons du Nord. Il n'y en avait plus à l'époque, hein, puisque les dernières mines ont fermé en 1981, me semble-t-il, à Valenciennes. Tu te retrouves dans une région à contre-emploi, d'une certaine façon. Et c'est pourtant, paradoxalement, là-bas que tu vas réussir. Bah, en fait, je rencontre en fait un homme, un personnage, en fait, Daniel Leclerc, qui vient me voir à Angoulême, contre qui je joue à ce moment-là, en national. Et, comment on l'appelait, le druide. Le druide, Le druide. c'est ça, ouais, c'est ça. Et je rencontre un homme qui a énormément de paroles, qui a énormément de valeur, et qui me dit faut que tu viennes, faut que tu viennes, on va y arriver ensemble. Et puis en fait, son discours m'a totalement plu. La région, je ne la connaissais pas du tout, j'en avais entendu parler. Et je ne me suis pas trompé en fait. Pas d'a priori, parce que bon... Non, pas d'a priori, parce que quand on voyage beaucoup, c'est difficile d'avoir des a priori sur les autres, alors qu'on demande aux autres justement de ne pas en avoir sur soi. Donc il faut y aller en pleine conscience, et puis de se dire que, tu sais, c'est un petit peu comme les gens qui disent « j'arrive pas à m'adapter dans une nouvelle ville ». Ces gens sont comme ci, ces gens sont comme là, voilà, comme ça. Puis en fait, on a un problème, c'est plutôt notre attitude qui fait qu'on va déjà chez quelqu'un. Donc c'est plutôt à nous, éventuellement, de s'adapter. Donc c'était un petit peu de se dire, bon, on y va. J'y suis allé avec ma femme et puis les enfants, et le premier, avec Joris. Et de se dire, bon, on va voir comment ça se passe. La femme Karine. Voilà. Et c'est de se dire, déjà, il y a des gens qui nous font confiance. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est énorme. Et de se dire, bah, c'est peut-être l'une des dernières chances, puisque je... Tu le voyais comme tel, à 24 ans. Je le voyais comme tel, puisque j'ai déjà l'année d'avant, j'étais pratiquement en réflexion de vouloir arrêter le circuit pro. Je me disais... Tu l'avais déjà un peu arrêté avec Angoulême, parce qu'il n'avait pas le statut pro. On était en national, et puis on se retrouve à descendre. Ce qui est assez paradoxal, c'est que je suis meilleur joueur du national et meilleur buteur du national dans une équipe qui descend. Donc c'est assez paradoxal. Et je me dis, bon, avec plein de déboires en plus dans cette année-là, hein, dépôt de bilan, changement de président, plusieurs fois, changement de président, changement d'entraîneur plusieurs fois. Donc c'est de se dire, en fait, bah, peut-être que c'est peut-être pas fait pour toi. Tu quittes un club, ça réussit, et quand toi tu y es, bah, ça marche pas. Donc tu te dis, c'est peut-être pas fait pour toi. Ce niveau n'est peut-être pas fait pour toi. Et puis à force de voyager, de délocaliser ta famille, sans spécialement gagner quelque part de l'argent, est-ce que ta passion mérite ce sacrifice pour ta famille? Donc c'est des réflexions qu'il faut avoir. Et sans jugement pour ceux qui le font, hein, c'est de se dire, bah là, c'est des réflexions personnelles. Donc moi, c'était de se dire, bon, on y va, on va voir ce qui se passe. Et puis, bah, si c'est quelque part, ça passe ou ça casse. Alors Valenciennes, c'est la révélation. Première saison nationale. D'abord, Valenciennes, il faut dire à tous ceux qui ne connaissent pas ton histoire, c'est deux accessions de nationale en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1. Ça, c'est rarissime d'avoir une ascension aussi brutale. C'est Toulouse. Toulouse qui l'avait fait quelques années auparavant. Ouais. Après, il y a eu, je crois qu'il y a eu une autre équipe qui a réussi à le faire. Mais en fait, Daniel Leclerc, ce qu'il a peut-être Guingamp dans le passé, mais l'ascension a été plus longue. Ouais. L'époque où Le Gret était président. Et en fait, c'est tout simplement, bah, Daniel avait réussi à associer des, j'aime bien le dire, des galériens, tous en même temps, et qui avaient la même confiance, déjà lui, en leur entraîneur, et la même confiance envers nous. Les revanchards, peut-être. Et c'est sûr, bah, galérien, revanchard, et puis de se dire que bah, c'était une dernière... Quels sont les mecs, là? Tu nous les rappelles? Il y avait Eric Rudy Mater... Pinto, c'est plus tard? C'est un peu plus... C'est plus tard. Monté après, Nico. Ouais. J'en passe, parce que tu avais Anito Raman, tu avais Philippe Bure, tu avais plein de joueurs, en fait, qui avaient... C'est pas réussi ailleurs, mais dont leur potentiel les avait pas amenés à aller plus haut, bizarrement. Sauf que tous associés, en fait, ça a fait qu'on était une bombe, quoi. Et une alchimie avec les supporters incroyable. Alors toi en particulier, tu vas avoir une chanson à ton nom. Oh, tu vas pas nous la chanter, non. J'aimerais bien. Non, alors, une petite chanson à ton nom. Tu deviens Savigol parce que je crois que tu plantes 19 buts. Combien c'est? Ouais, je crois 19. Ouais, 19. C'est un truc incroyable. Deuxième saison, encore meilleur buteur en Ligue 2. Et
Troisième saison, encore plus extraordinaire, tu n'as jamais connu la Ligue 1, tu plantes 13 buts, et t'es deuxième derrière buteur devant quelqu'un qu'on connaît très bien à Bordeaux. Ouais. Chez les Portugais aussi. Et aujourd'hui, effectivement, fête, alors, c'est pas fête nationale portugaise, aujourd'hui j'avais dit qu'on ne ferait pas avec quand même. Allez, les 50 ans de la chute de la dictature au Portugal, 25 avril. Et c'est vrai que ça a été une très belle saison en Ligue 1. C'était énorme, c'était la découverte, un peu sur le tard, mais pratiquement même pour tous les joueurs. Et c'était, on va dire, un tiers de l'équipe qui arrivait du national. Moi, pour pas dire la moitié, en tout cas sur une bonne partie de la saison. Et en fait, on était en pleine découverte, on découvrait, on voulait croquer ça là-dedans à fond, sans a priori, sans connaissance, donc quand tu connais pas, tu vas à fond, sans calcul non plus. Et ça s'est fait à ce que Paoletta m'a eu le titre du... Ça, c'est un petit regret quand même que j'ai eu Combien cette saison. Il se retrouve à 14 et toi, tu as 13. Et il fait un doublé la dernière journée. Alors, il est au PSG à cette époque. C'est l'année où il est transféré des Girondins de Bordeaux au PSG. Et il fait un doublé la dernière journée du championnat. Et ça, par contre, c'est un petit regret parce que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, par contre, dans le football français. C'est d'être meilleur buteur dans 3 divisions, 3 divisions différentes, mais dans 3 années consécutives dans le même club. Et ça, c'est jamais arrivé. National, Ligue 2, Ligue 1 dans le même club. Et ça s'est joué à un but. Parce que si j'avais été ex-aequo avec lui, j'aurais eu le titre de co-meilleur buteur. Et là, c'était validé. C'est lors de la saison 2007-2008 c'est ça. Que tu es en Ligue 1. Oui. Ça s'appelait la Ligue 1, oui, c'est ça, ça s'appelait la Ligue 1. J'ai pas 60 ans non plus. Ceux qui t'a rendu spectaculaire, ce sont les buts qui le furent aussi. Et on se souvient, enfin moi j'ai visionné évidemment quelques-uns de ces buts, dont je me souviens bien. Il y a aussi l'émergence de Canal+, mais les Canal+, ça commence en 85, donc ils sont déjà depuis longtemps dans le foot. Et on s'extasie devant un but exceptionnel que tu vas planter à un gardien qui a été gardien des Girondins de Bordeaux, lors du titre de 2009, c'est Cédric Carasso. Tu mets un boulet de canon de 25 mètres, et je crois que tu n'avais pas la permission de tirer ce coup franc. Donc tu as transgressé la permission du coach, et tu plantes ce but incroyable de 30 mètres que j'ai visionné. En fait, surtout, c'est que c'est surtout un symbole parce que c'est VAOM. Oui. Ah oui, 93. Voilà. Et surtout, c'est que quand le calendrier est arrivé lors de notre montée en Ligue 1, je t'avouerai que les supporters valenciennois avaient coché ce match-là plus que tous les autres. À la limite, on gagnait ce match-là et on descendait, c'était pas bien grave. C'est parce que il y a eu l'affaire VAOM en 93, comme tu le disais. Et surtout, c'était le jour, je me rappelle, un 15 août, il faisait magnifique, milieu de journée et tout, c'était super. Belle équipe de l'OM. Et on se sent mené, on est mené, et en fait, on se retrouve à gagner 2-1. Et là, tu sens dans le regard des gens un retour j'allais dire, de fierté. Parce qu'ils ont été salis pendant des années et des années, ils ont subi des décisions fédérales très très lourd, puisque le club s'est retrouvé en amateur, dépôt de bilan après dépôt de bilan. On est au stade Nungesser, à cette époque-là, le stade du Hello n'existe pas encore. Et donc on sent que déjà le fait qu'on revienne en Ligue 1, et le fait qu'on gagne ce match-là contre l'OM, c'était tout un symbole pour eux. Alors il y a un autre symbole, celui-là on peut pas le louper. On est en 2008. Fabien Barthez dans les buts, alors évidemment c'est plus le Fabien Barthez de 98, il est plutôt sur le déclin, mais quand même c'est Fabien Barthez. Et alors là c'est peut-être le match le plus exceptionnel que tu fais, que j'ai encore visionné hier. 4 buts. Ils sont rares les joueurs à avoir inscrit 4 buts. Et ce jour-là, franchement, on avait l'impression que tu avais une canne dans la tête, que tu pouvais faire quoi que ce soit, t'allais marquer un but. Moi c'est une impression que j'ai. Et puis surtout c'est contre le FC Nantes, parce que justement... C'est parce que je suis angevin et les derbys vers chez nous, c'est Angers-Nantes. Depuis très très jeune, on est focus sur ces derbys, la région nantaise et la région angevine, qui sont l'une à côté de l'autre. Et c'est vrai qu'un angevin arrivant à Nantes, c'est vrai que c'est un double plaisir. Et surtout, c'est que le match, en fait, se déroule parfaitement bien, presque pour nous, puisqu'on arrive à gagner 5-2 à l'extérieur. On joue quand même un maintien. Notre entraîneur, c'est Antoine Camboiré, qui est l'ancienne figure emblématique et qui l'est encore aujourd'hui du FC Nantes. Donc c'est vrai que King Fabien Barthez, champion du monde, meilleur gardien du monde pendant une grande période, pratiquement comme une décennie, avec sa grande carrière, que ce soit en France, mais surtout aussi en Angleterre et en équipe de France. Donc c'est vrai que tu te dis, là tout va rentrer, et c'est même un regret, un double regret,
c'est ma note. Je l'ai dit une fois parce que je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai que 9,5 dans l'équipe là. T'aurais dû avoir 10. Parce que je fais. Bah oui, parce qu'en fait, je fais 4 buts et une passe décisive. Et en fait, bah non, c'est parce que je prends un carton jaune en fait à la fin du match, justement, pour aller récupérer un ballon et sur Fabio Marthez en faisant un tacle. Et donc, ça, c'était un petit regret, mais sympathique, symbolique même. Et surtout, c'était de me dire, bah en fait, j'ai raté des occasions pendant ce match-là. Heureusement. Ouais. Et je me dis, c'était le soir, et avec tout le respect que j'ai pour Fabien, c'était le soir où j'aurais pu pratiquement tirer un 6 mètres et ça rentrait, quoi. Bah ouais, c'est un peu l'impression que j'ai aussi. Mais quand c'est comme ça, c'est pas le fait du hasard non plus. C'est parce qu'il y a eu du boulot derrière, il y a un collectif qui se fait, parce que tu le fais pas tout seul. Hein. Je vois au final, je pars pas du milieu de terrain et je marque pas tout seul. C'est parce que j'ai une association, j'ai des binômes avec qui je corresponds très très bien sur des 1-2, sur des centres, où au final je suis là en tant que rôle de buteur. Alors ça c'est une petite parenthèse, et je le dis aux entraîneurs et aux recruteurs et aux joueurs. Il y a une différence entre un attaquant et un buteur. Oui, je pense que j'étais beaucoup plus un buteur qu'un attaquant. Dans le collectif, dans le jeu d'équipe, moi j'étais là pour une mission presque... Est-ce qu'il faut être égoïste un peu lorsqu'on est neuf? Est-ce que c'est nécessaire? Je dirais pas égoïste, je dirais habité. C'est encore différent. Parce que égoïste, ça voudrait faire tout pour potentiellement frapper. Et c'est vrai que des fois, quand je regarde des buteurs, lui, je me dis, lui, il est complètement égoïste. Non, le buteur doit avoir une sensibilité habitée, et vraiment de se dire où est le cadre, voilà mes compétences, et là, je dois tout faire pour que le ballon rentre. Je dois même finir le travail de mes coéquipiers. Alors que l'égoïsme serait de dire, peu importe ce qui se passe autour, moi, je dois finir, je vais finir. Et on le voit de toute façon dans certaines positions de frappe où le joueur se met, quoi qu'il arrive, ou cherche la position, même à forcer cette position, alors que le buteur, en fait, doit se trouver à l'endroit où le ballon arrive. Le Graal, pour toi, c'est quand même l'équipe de France. On est obligé d'en parler. Alors, tu es un petit peu sur une carrière à la Jurietière d'équipe de France. Hein. Je crois qu'il est exactement dans ton cas. Il a une sélection. Ouais. Mais alors, cette sélection, les mecs comme moi qui en rodage s'en souviennent. Parce que tu rentres, tu te dis, je vais tout casser. Il faut que je me montre. Et tu tentes de retourner en boutique. Ouais, c'est même encore un peu plus complexe. Parce que Franck, par exemple, c'est un joueur plus défensif. Donc, oui, il va être dans une mission. Quand il va rentrer, quand il va être appelé, il va plus être une réflexion de position, de jeu beaucoup plus, j'allais dire, plus structuré et collectif. Comme par exemple Marc Planiche aussi, avec une sélection défenseur. Donc là, c'est encore différent. Moi, c'est pas le sentiment de vouloir me montrer, puisque quand même, il y a 3 attaquants en ce moment-là, plus un qui est à côté de moi. Donc, on est en 2008. Thierry Henry, t'as Anelka, t'as du Ribéry, t'as du Nasri, t'as quand même un gars qui est tout jeune à côté de moi et qui s'appelle Karim Benzema, qui est remplaçant aussi comme moi et qui n'est pas encore inscrit justement dans la filière. C'est pas la bonne période de l'équipe de France. Parce que 2006, ils ont été finalistes de la Coupe du Monde. 2008, je te rappelle, ils se plantent à l'Euro. Domenech qui est tout juste maintenu, mais ça crée quelques dissensions. Et puis tu sais très bien la galère qui va se passer 2 ans plus tard en 2010. En fait, c'est pas je vais pas dire la meilleure des périodes, parce qu'on oublie aussi l'équipe de France, c'est qu'elle n'a pas eu que des belles périodes, l'équipe de France. Je parle en termes de trophées. Ça a commencé en 84, ça a commencé, on va dire que 84, il y a eu un grand trou jusqu'à 98 presque. Comme là, 98-2000, il y a eu aussi un grand trou après, on va dire pendant une décennie, avant qu'on refasse un nouveau cycle. Donc je fais partie de ce nouveau cycle, fin d'un cycle avec ce 98-2000, plus le nouveau cycle qui arrive avec Karim Benzema, Franck Ribéry, et puis tous ces jeunes qui arrivent. Hugo Lloris qui fait sa première cape en même temps que la mienne, et qui en fait 100 et quelques après. C'est de se dire qu'en fait cette équipe de France en fait elle était dans un renouveau. J'en faisais partie, même si j'avais un âge certain, j'avais 30 ans, une petite trentaine d'années, et c'est de se dire en fait je fais partie de ce cycle là qui sera peut-être moyen terme, puisqu'il y a la Coupe du Monde sur 2010, tu y es et tu veux croquer. Après de dire que est-ce que je veux me montrer, non, parce que j'étais pas tellement là pour ça, j'étais plutôt là pour confirmer moi le travail que j'avais fait, apporter une certitude à moi, c'est de se dire voilà ce qu'il faut faire pour se rapprocher de ce niveau-là, qui est le niveau international, qui n'est pas le niveau national, qui n'est même pas le niveau Coupe d'Europe, c'est le niveau international. Et c'est de se dire, t'as pas fait de Coupe d'Europe, bon, tu fais le transfert directement et tu fais le grand saut directement au niveau international, sans prétention aucune. Est-ce que ça va t'amener à ce que derrière, justement c'est là où je pars justement à Monaco après, c'est de se dire que tu veux connaître le côté européen.
Pour les 5 dernières minutes de cet entretien, parce que malheureusement il est limité à 5-30 minutes, on ne va pas faire au-delà de ce que les formats nous faudra habituellement, que nous faisons habituellement, tu vas nous parler un petit peu de ton actualité. Alors 2 mots très rapides sur l'émission de Jérôme Bretet. On revient te chercher parce que tu es quand même un mec des médias, il faut le dire. Hein. Après ta carrière, tu as le bol de rebondir tout de suite sur Canal+. Ouais. Ensuite, Je suis Eurosport. Canal+, Eurosport, l'équipe du soir avec... Louis s'attaque en 2015. Ouais. Et là, tu reviens sous les feux des projecteurs d'une certaine façon, parce que c'est quand même incroyable de se retrouver là après 8 ans d'éclipse, d'une certaine façon. Je sais pas si c'est l'éclipse, mais c'est quand même... Même pas, c'est parce qu'en fait, avec RMC, c'est avec Louis, justement, quand Louis voilà, a été... et son émission a changé, en fait. L'émission a changé, ou en tout cas, le créneau a changé de présentateur. Donc, ça a changé de format. Moi, je faisais partie de l'équipe de Louis. Ouais. Bon, bah, ça a fait que... C'est quand même une émission un peu telle que tu les aimes, quoi. T'aimes bien un peu la polémique, moi j'ai assis. Alors, c'est pas la polémique, mais en tout cas, j'ai quelques convictions sur lesquelles je peux évoluer. Par contre, j'ai des postures. Par exemple, parler d'un attaquant, ça m'interpelle. Un comportement, parce que je suis pas un... Je t'ai entendu sur Montbagna. Voilà. Moi, je suis pas un commentateur ou je suis pas un consultant, parce que ça aussi, c'est pareil. Dans les médias, il y a eu un gros problème. En tout cas, j'invite à la réflexion. C'est qu'il y a des consultants qui sont... Alors, j'allais dire qui sont pratiques. Donc, on revient sur le côté pratique justement du sport. Et puis, il y a des journalistes qui sont des théoriciens, quelque part. Sûr. Et les deux ne sont pas en opposition, mais les deux ne doivent pas manger l'un sur l'autre. Et c'est là, en fait, que je trouve qu'il y a eu un petit problème ces dernières années. C'est que ceux de la théorie deviennent des praticiens. Et l'inverse. Et l'inverse aussi. Et j'en parlais avec des amis footeux qui sont consultants. Et en fait, c'est se dire, ce mélange des genres, en fait, n'amène plus l'expertise de chaque côté. C'est-à-dire que pour moi, un journaliste doit être expert, voilà, de la théorie football. Et puis, un consultant doit être expert de la pratique. Donc, dans l'explication de la pratique. Forcément, jouer au foot, le journaliste n'a pas ressenti ce que toi, tu as ressenti durant toute ta carrière. Donc, j'invite à réflexion de se dire, bon, bah, chacun son passé et chacun son expertise d'aujourd'hui. Mais par contre, l'un ne doit pas arriver sur le chantier de l'autre. Vous avez 1 minute pour me parler de VO3. Parce que quand même, tu l'as amené, c'est une forme de rebond. Alors tu commercialises ces caméras intelligentes. Voilà, alors je suis devenu ambassadeur il y a plus d'1 an pour une société VO européenne. Et j'y ai trouvé énormément d'intelligence justement à ce que ça démocratise la captation des matchs de football. Et en allant plus loin, bah, derrière tout ça, il y a de l'intelligence artificielle qui séquence toutes les actions de jeu. Et je trouve que c'est très intéressant pour les clubs amateurs, alors d'autres pratiques aussi, mais particulièrement du foot. Et c'est de se dire, bah, en fait, en visionnant, on peut devenir un peu plus intelligent dans sa réflexion pédagogique. C'est réservé aux coachs, aux éducateurs? Non, c'est réservé, j'allais dire, à tous les pratiquants. Et puis c'est de se dire, on apprend aussi bien en regardant qu'en faisant. Aujourd'hui, les études sont sorties. Et c'est de se dire, bah, plus on va se regarder, mieux on va se modifier, mieux on va s'améliorer. Et peut-être aussi que la réflexion, c'est peut-être de mieux sécuriser et tu la te pratique. balades un petit peu partout. J'ai vu que tu je en Nouvelle-Calédonie il n'y a pas si longtemps. Non, alors je distribue, bien sûr, je distribue sur tout le territoire métropolitain. Oui. Les dom-tom aussi, je viens d'expédier sur nos amis de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. Donc après, c'est vrai que moi aussi, je forme les éducateurs à l'analyse vidéo là-dessus. Mais surtout, c'est que j'aime bien aussi aller dans les clubs, ressentir un petit peu le territoire, justement pour amener des réflexions sur des clubs qui sont par exemple dans le Girondin ou qui sont dans le Béarn, là où j'ai été la semaine dernière. Et c'est de se dire, bah voilà, comment ça se passe nous dans le Béarn, par exemple. Bah moi, je vais vous dire surtout comment ça se passe aussi en Moselle et comment la réflexion se fait autour de la pratique. Donc bah voilà, cette caméra-là, elle est ultra utile pour différentes choses et elle s'inscrit totalement dans le projet club d'un club de foot. Donc voilà. Merci Steve Savidan, c'est un peu bonheur que de te recevoir. Tous les invités, mais évidemment, quand ce sont des gens aussi avisés que Steve, quel bonheur. Steve, on te souhaite quoi pour l'avenir? On peut te souhaiter. Pour me souhaiter, souhaite-toi déjà la bonne santé et puis déjà toi. Déjà, c'est déjà très bien. Oui. Moi, je me souhaite déjà des choses pour moi et puis pour mes enfants et mon épouse, mes amis. Et des bonnes choses, voilà, tout simplement. Et puis, tu sais, comme j'ai une réflexion et surtout une maxime d'être toujours au taquet, ça veut dire être toujours en éveil, toujours en mouvement. Donc je crois qu'on peut se souhaiter tous mutuellement ça, et puis un peu de bienveillance envers les autres, ça serait déjà pas mal, ou de les recevoir aussi, parce qu'on vit quand même dans un monde un petit peu conflictuel, des fois
incompris. Donc simplement essayant de comprendre les autres, et puis sans avoir forcément toujours des postures de défense, de se dire que en fait on est tous ensemble et on essaye de faire plus ou moins bien les choses avec le respect de chacun. Donc voilà. Belle philosophie. C'était Savigol à cœur ouvert. C'était sur Aquitélé. Dans les conditions du direct, il peut en témoigner. On va rien couper, on va vous laisser l'interview telle quelle. Et puis évidemment du direct. On a le droit très bientôt sur Aquitélé, du foot, mais aussi d'autres invités. Merci de nous suivre sur la petite chaîne d'ici, la télé d'ici. Et vous étiez avec notre serviteur par la même occasion. Salut.